Bonjour et bienvenue sur Crypto House, la chaîne francophone qui vous donne une fois par semaine les nouvelles autour des cryptos. Et ça, c'est pour tout de suite. Alors cette semaine, ça me fait très plaisir de prendre l'antenne parce qu'on a un market cap qui est là à 186,8 milliards de dollars, ce qui est vraiment très très bien. On a repris par rapport à la semaine dernière qui était franchement pas bonne du tout. Et on a un Bitcoin là qui augmente de 6,4%. Et si on regarde sur 7 jours, on est à plus de 10% sur le Bitcoin, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais bon, c'est d'un autre côté quelque chose qu'on avait perdu avant. Il récupère simplement le marché où il était. On va aller sur la courbe tout de suite du Bitcoin et on voit cette très très belle progression qui dépasse même le pic qu'on avait eu il y a quelques jours ici. Et là maintenant, on est beaucoup plus haut que les 5000 dollars. Ici, la ligne que j'avais tracée. Et on a dépassé ici, c'est donc la Golden Cross. C'est quand la moyenne des 200 jours et des 200 et des 50 jours se croisent. Et là, on voit qu'on est vraiment beaucoup plus haut. Alors, il y a des analystes qui disent que malgré tout, il va y avoir encore normalement un pic sous cette courbe ici, donc sous les 4500 dollars. Bon, moi j'ai l'impression que ça ne va pas se passer parce que les gens regardent ce qui s'est passé dans le passé. Pour l'instant, ça a l'air quand même assez bien parti, même si on voit que par rapport aux progressions d'avant, si on regarde ici ce qui s'était passé ici en, je sais pas, on était, je crois, en janvier, fin décembre, on voit qu'il y avait aussi beaucoup de volume ici. Ensuite, début avril, il y a eu beaucoup de volume. Là, on a dépassé les niveaux du début avril avec très peu de volume. Et petit à petit, on se rapproche ici de cette ligne de support qui est à un peu plus de 6000, je crois que ça doit être aux alentours de 6200, 6100, 6200, qui était un niveau de support d'avant donc le crack de novembre. Donc bon, semaine positive. Si on regarde ici le détail, on voit qu'on a beaucoup de coins qui sont à plus de 10%, notamment après le Bitcoin, on a EOS. On a le Litecoin aussi. Et on a ici qui arrive en trombe avec 50% d'augmentation. C'est Cosmos avec Atom ici. Et Cosmos, en fin de compte, c'est un projet qui est coté depuis peu, que je connais, je dois vous avouer, très mal. On voit qu'il a pris presque 13% juste dans la journée. Et notamment, il a pas mal progressé ces derniers jours parce que en plus d'être sur Binance, il a été accepté aussi sur Kraken, qu'on voit à ce niveau-là. Donc c'est un projet qui commence à faire parler de lui, donc je pense à étudier. Alors maintenant, on va regarder les nouvelles de la semaine et on va commencer par Jaguar et IOTA. Alors IOTA, on n'en parle pas énormément en ce moment. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la nouvelle qui vient du site de Jaguar Land Rover, pas du site d'IOTA, et qui nous dit que Jaguar en Irlande est en train de tester la technologie IOTA sur les Jaguar F-Pace et les Range Rover Velar. Et en fin de compte, ils ont équipé tout simplement ces voitures de wallet, ça ira mieux dans ce sens. Et le but, c'est de créer tout un écosystème autour des voitures du futur, des voitures intelligentes qui vont pouvoir, avec ce wallet, payer des parkings, payer les péages, faire les recharges aussi pour les modèles électriques. Et en plus, si jamais en tant que conducteur, vous acceptez de partager l'information, donc si vous êtes des embouteillages, vous avez vu un animal mort sur la route, un accident, quelque chose, on va vous rétribuer en token, et là on va vous rétribuer en IOTA. Donc ça peut être intéressant, surtout que je dirais partager le fait qu'on roule et qu'il y a des embouteillages devant nous, il n'y a rien de vraiment très personnel, à moins que vous ne souhaitez pas partager votre position. Bon, ça c'est encore autre chose.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ils ont choisi une technologie qui n'est pas la blockchain, qui est le Tangle, hein. Mais ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est qu'il n'y a pas de frais de transaction. Donc toutes ces micro-transactions vont arriver sans frais, vont être faites sans frais, et ça va permettre aussi de payer des micro-transactions. En tout cas, il ne faut pas encore s'emballer parce qu'il s'agit pour l'instant juste d'un test. Il n'y a rien encore en production, donc il ne parle pas du tout d'ailleurs de production et ça pourrait prendre encore un an, voire beaucoup plus, pour que ce type de technologie soit en production. En plus, pour que ce soit intéressant, il faudrait que d'autres constructeurs suivent le pas de Jaguar Land Rover, parce que ce qui risque de passer sinon, c'est que chaque constructeur va sortir son propre token. On aura le BMW Coin, le Mercedes Coin, le Peugeot Coin, bref. Et ça va devenir impossible. Donc ce serait bien que les autres constructeurs, vu que IOTA est en avance, utilisent aussi la technologie IOTA et qu'on essaye d'avoir cet écosystème autour d'une crypto commune. Il y a quelques semaines, lors d'une vidéo précédente, je vous avais parlé de la conférence annuelle de NEO, qui est la NEO DevCom, et à l'occasion de cette conférence, ils avaient annoncé donc une nouvelle version de NEO 3.0, mais alors ils avaient annoncé les fonctionnalités, mais pas encore de timeline. Donc là, ils en disent un petit peu de plus cette semaine. On sait qu'il va y avoir des tests en juin, donc déjà dans quelques semaines, et que le mainnet devrait être lancé en 2020, début 2020. Aussi, ce qu'ils disent maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un swap de tokens, c'est-à-dire que les tokens actuels ne seront plus valables sur la nouvelle blockchain, parce qu'il y a tellement de nouveautés avec cette blockchain que les anciens tokens ne seront plus compatibles. Aussi, ce que dit Eric Zhang, qui est le cofondateur et le développeur principal de NEO, c'est que NEO 3.0 sera prêt pour une utilisation à grande échelle en entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blockchains qui fonctionnent, mais si jamais ça prend et qu'il y a beaucoup de volume, elles n'arrivent plus à suivre, notamment en termes de transactions par seconde, en termes aussi de coûts de transaction. Donc tout ça devrait être résolu normalement avec NEO 3.0. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde le cours de NEO, on est très loin du top qui était, j'ai noté ici, le 15 janvier 2018, et c'était $190. Là, on est à peine à $10, donc 19 fois moins que son maximum. Alors, est-ce que NEO va être capable de revenir à ce cours maximum ? Il faudra en tout cas, s'il veut revenir à $190, que cette nouvelle et troisième itération de la chaîne soit vraiment costaud, parce que s'il n'y arrive pas, vu que on n'entend plus tellement parler de NEO, peut-être que NEO risque de sombrer dans l'obscurité. On va passer maintenant à une nouvelle concernant Paxos. Paxos exactement. Donc c'est un stablecoin, alors on va voir, qui est dans les 30-40. Si je regarde ici, voilà, Paxos, là il est en 42e position, et ici aujourd'hui à 1,01 US $. Donc c'est normal qu'il soit plus ou moins $1 parce que c'est un stablecoin. Alors, la particularité de Paxos par rapport à d'autres stablecoins, c'est qu'ils sont régulés par le département des finances de New York, le NYDFS. Et Paxos vient d'annoncer, on le voit ici dans l'article, qu'ils vont émettre 100 millions de stablecoins ou de tokens en plus. Et actuellement, les tokens sont montés sur Ethereum en ERC20. Et là, ils annoncent qu'ils vont switcher. Et ces nouveaux tokens vont être créés sous ontologie. Et donc, ça va être des tokens de standard OEP4. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un stablecoin passe d'Ethereum vers une autre blockchain. On a eu Tether qui est passé sous Tron il n'y a pas longtemps, en tout cas pour les nouveaux Tether, pardon. Et là, on en a une seconde qui quitte encore Ethereum. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est toujours une blockchain qui est lente et les coûts de transaction sont élevés. Donc, ce n'est pas très pratique parce que quand vous faites une transaction, vous n'avez pas envie d'attendre que ça prenne 20 minutes pour qu'elle soit exécutée. C'est vraiment aujourd'hui ce qui se passe avec Ethereum.
Peut-être que c'est pas 20 minutes, peut-être que c'est 15 minutes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas 5 ou 10 minutes. Donc, c'est quand même très très lent pour passer une transaction. Et donc, ça donne l'opportunité à toutes ces nouvelles blockchains de montrer qu'elles sont meilleures. On va parler maintenant de Digitex, qui est un exchange qui normalement promet, parce que c'est un exchange décentralisé dans lequel il n'y aura pas de frais de transaction. Et on voit ici sur l'article, ils disent que la date de lancement est reportée. Et elle est reportée tout simplement parce que l'exchange n'est pas prêt. Les sous-traitants qui devaient délivrer la plateforme, ils l'ont délivré, mais apparemment pas avec les fonctionnalités que souhaitait, on voit ici à l'image, le CIO Adam Todd. Et il a fait une vidéo sur YouTube dont je vais mettre le lien ici. Et dans cette vidéo, vraiment, il montre qu'il n'est pas content. Et il dit vraiment... il utilise un ton qu'un CEO ne devrait pas employer, en tout cas surtout à l'antenne. Il dit globalement, c'est quoi cette merde que vous m'avez délivrée, il n'y a pas les fonctionnalités, donc il est vraiment très fâché. C'est quand même une vidéo qui a été vue à plus de 19 000 vues. Et suite à ça, ce qu'on a vu, c'est que dans le laps de temps de 2 heures, on a eu le token, alors c'était le 25 avril, qui est passé de 10 cents globalement à 2 cents. Voilà, il est descendu à 2 cents comme ça, simplement en 2 heures. Il a remonté un petit peu, aujourd'hui il est à 3,3 cents, mais il est très très loin des 10 cents. Alors, ce qui m'embête un petit peu avec ça, c'est que ça a l'air d'être un exchange qui avait l'air prometteur. C'est pas la fin de l'histoire non plus, mais c'est plutôt le ton du CIO qui, pour moi, n'était pas approprié. Et autre chose, ça montre aussi que c'est une boîte qui ne sait pas gérer ses sous-traitants. C'est-à-dire que s'il se rend compte à quelques jours du lancement que les sous-traitants ont délivré quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'il souhaitait, c'est qu'il n'a pas du tout suivi ses sous-traitants pendant les jours, les semaines ou les mois qui ont précédé, je dirais, le lancement. Donc ça me semble un petit peu léger. On a un gars qui ne sait pas suivre un sous-traitant et ensuite qui ne sait pas se tenir à l'antenne. Donc moi, ça m'a personnellement refroidi par rapport à Digitex. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, parce que je sais que vous êtes plusieurs sur la chaîne à avoir investi dans Digitex Future. Donc faites partager votre opinion dans les commentaires. On va maintenant parler des sociétés et on va parler de Bitfinex, donc la suite de l'affaire Bitfinex et Tether. Donc juste en 2 mots pour rappel, il y a 10 jours, Bitfinex a emprunté 900 millions de dollars à Tether, qui est une société sœur de Bitfinex, ils ont au-dessus le même actionnaire, pour tout simplement rembourser des créanciers sur des opérations douteuses où apparemment ils ont perdu de l'argent. Et donc c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement dans le monde de la finance. Ils ont un procès aux fesses par les Américains. Et suite à ça, forcément, les clients sont pas contents et commencent à retirer les fonds. Et on voit qu'ils avaient des très très gros clients. On voit là un qui retire pour 13 377 bitcoins, plus de 70 millions de dollars. Au cours du jour, ça fait même beaucoup plus. Donc d'une adresse Bitfinex, une adresse unique, vers une autre adresse inconnue en dehors de Bitfinex. Il y en a d'autres, 20 millions de dollars, 8 millions de dollars, ensuite en Ether ici, en Ethereum, 19 millions de dollars, 18 millions de dollars, 28 millions de dollars, même du XRP ici. Bref, il y a beaucoup de gros clients qui ne sont pas contents avec Bitfinex et aussi qui ont peur de potentiellement perdre leurs fonds. Je ne sais pas si vous utilisez Bitfinex, mais réfléchissez bien parce que si vous avez des gros investisseurs qui n'ont pas confiance, peut-être qu'il est temps de penser à un autre exchange. Alors pour ceux qui veulent, j'ai retrouvé aussi ici l'article complet de la Cour de New York, de l'État de New York, où il y a le compte-rendu de l'accusation de eFinex, donc qui est la maison mère de Tether et Bitfinex. Alors on passe maintenant au Nasdaq, pardon.
Alors, le Nasdaq, on sait qu'ils avaient sorti il y a quelques mois un index en Bitcoin et un index en Ethereum. Et maintenant, ils sortent un troisième index, et ce n'est autre que XRP. Alors, l'index s'appelle le XRP-LX. On voit ici qu'il est établi en US dollars, qui aura une fréquence de 5 minutes, donc un nouvel indice chaque 5 minutes. Et ils ont créé donc cet indice en partenariat avec une société de Nouvelle-Zélande qui s'appelle Brave New Coin. Et cette société de Nouvelle-Zélande, elle se base sur les cours dans Bitfinex, dans Bitstamp, dans Poloniex, Kraken et Coinbase. Donc on voit en tout cas que même si aujourd'hui le Nasdaq ne traite pas encore de Bitcoin ou de crypto, on voit en tout cas qu'il continue à se préparer. S'il prépare comme ça tout un écosystème, c'est pas pour rien. C'est pas le Nasdaq qui fait pas ça comme ça au hasard. Donc il y a des choses qui se préparent. On va maintenant parler de Bakkt, qui est un projet que beaucoup de gens quand même attendent dans le monde des cryptos. Donc en deux mots, Bakkt, ça va être tout un écosystème pour permettre d'acheter, de vendre des cryptos, mais aussi ils vont avoir des grandes enseignes qui vont, elles, accepter les paiements en crypto, à commencer quand même par Starbucks Café. Et en partenaire, il y a notamment Microsoft pour fournir toute la partie réseau de Bakkt. Alors, Bakkt avait été rejeté il y a quelques mois par le CFTC aux États-Unis parce que leur solution de stockage des cryptos n'était pas satisfaisante. Bakkt a revu sa copie et ils ont acheté tout simplement une société qui s'appelle Digital Asset Custody Company. Donc là, je suis sur leur site, l'abréviation DAC. Et donc, ils sont contents d'annoncer que DAC fait partie maintenant de Bakkt. Alors, suite à cette acquisition, Bakkt peut maintenant améliorer son service. Et ils disent ici dans cet article qu'ils vont utiliser donc pour stocker les cryptos des hot wallets qui seront en ligne, des cold wallets qui seront donc hors ligne, donc hors internet. Ils vont aussi souscrire, ils disent, à une assurance de 100 millions de dollars de coverage. Il va y avoir aussi pour les hot wallets, ils vont être protégés par des modules hardware qui sont certifiés à la norme FIPS 140, qui est une norme de sécurité américaine. Ici on le voit, niveau 3. Pareil, ils disent aussi que les applications pour stocker les cryptos seront dans des data centers de niveau bancaire et aussi qu'ils utiliseront des systèmes de surveillance pour prévenir des hackers. Donc ils vont proposer un nouveau dossier certainement suite à ça au CFTC et on espère que dans les mois à venir, Bakkt va enfin avoir son projet approuvé, qu'ils vont enfin pouvoir se lancer. Parce que comme on l'a vu, je crois que c'était la semaine dernière, ils continuent en tout cas à travailler, ils continuent à engager des sacrées pointures dans la boîte. Ça va forcément déboucher sur quelque chose. Il y a beaucoup trop d'enjeux, d'argent en jeu. Et donc, je pense que, je dirais que pour décembre, on risque d'avoir un projet Bakkt approuvé. On va passer maintenant au bref. Il y a moins de nouvelles cette semaine, comme c'est la semaine du 1er mai. Mais là, une info quand même intéressante. Donc, on a Changpeng Zhao, qui est le CEO de Binance. Il nous a fait une petite allusion sympathique. Donc, il y a eu un tweet d'une personne qui s'appelle Cryptos Batman. Et ce gars-là lui dit les grandes sociétés ont déjà lancé leur propre stablecoin et je peux voir aussi Binance faire la même chose. Ce à quoi donc CZ a répondu la chose suivante: je note ce que vous souhaitez. Alors c'est quand même une allusion assez forte, il n'avait pas besoin de répondre à ce tweet. Et c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'exchanges, pas mal de grandes sociétés qui ont sorti leur stablecoin. Il y a quand même beaucoup d'enjeux à faire avec la sortie d'un stablecoin. Vu que maintenant Binance a sa propre chaîne, ils sont plus sur Ethereum, ils ont lancé donc la Binance Chain, qui est un token et une blockchain à part entière avec sa propre technologie.
qui a beaucoup, que la première application aujourd'hui d'ailleurs de cette Binance Chain, c'est de pouvoir créer des tokens. Alors de là à dire qu'ils vont sortir un stablecoin, c'est assez facile, et en tout cas avec une allusion, comme vient de le faire CZ, il y a quand même des chances qu'on voit prochainement un stablecoin en Binance Chain. Et on va terminer ici. On va terminer les infos de la semaine par une publicité de Grayscale Investment, donc qui est une société d'investissement en crypto. Ils ont sorti une pub qui est sympathique, qui montre que l'or c'est quelque chose de l'histoire ancienne et que maintenant il faut investir dans les cryptos. Donc dites-moi ce que vous pensez donc, des nouvelles de la semaine, surtout donc, de ce Bitcoin qui a fait une très très grosse progression hier et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, surtout ces 24 heures on voit. Alors dites aussi ce que vous pensez de Digitex Future, de l'intervention de Adam, donc leur CEO sur YouTube. Qu'est-ce que vous pensez de son ton, de la façon dont il gère l'événement? Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour la vie de la chaîne. Donc mettez aussi un pouce vers le haut. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.